Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, juin 1425. Le lieu, la baie du Mont-Saint-Michel. Une bataille navale se déroule entre une flotte anglaise qui empêche le ravitaillement du mont et des navires venus de Saint-Malo. Les notables de Saint-Malo vont, avec leur argent à eux, construire une flotte, réunir une flotte plutôt, affréter des combattants pour naviguer dessus, et cette flotte va remporter, on ne sait pas très bien quand, à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet 1425, une grande victoire contre les Anglais. Ils vont réussir à envoyer par le fond ou capturer les 20 navires qui faisaient le blocus maritime du Mont-Saint-Michel. Si Saint-Malo n'avait pas été là, le Mont-Saint-Michel aurait fini par capituler. David Fiasson est un ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, agrégé et docteur en histoire. Il a notamment publié l'ouvrage « Le Mont-Saint-Michel dans la guerre de Cent Ans, abbaye, ville et forteresse » aux presses universitaires de Rennes. On en a une trace dans les archives municipales de Rennes. La rumeur courait à Rennes que les Anglais allaient monter une expédition punitive, et en fait c'est la bataille navale devant le Mont-Saint-Michel qui a failli causer un incident diplomatique entre les Anglais et les Bretons. Dans cet épisode, vous allez nous faire part des quelques traces que vous avez retrouvées dans les archives au sujet de cet événement méconnu dont on ignore donc jusqu'à la date exacte. Cela nous permettra d'en apprendre plus sur le Mont-Saint-Michel et sur le rôle complexe, parfois ambigu, de la Bretagne dans ces années 1420, où la guerre est à ses portes. Au début du XVe siècle, le Mont-Saint-Michel est lui bel et bien normand. C'est d'abord un haut lieu religieux. Quel rôle stratégique joue-t-il dans le conflit que l'on nomme aujourd'hui la guerre de Cent Ans ? C'est, il faut le dire, un très grand lieu de pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de pèlerins qui se rendent chaque année au Mont-Saint-Michel en pèlerinage pour obtenir la protection de l'archange Saint-Michel, qui est l'un des 3 anges cités dans la Bible. Il devient une place stratégique dès le début de la guerre de Cent Ans. Pas simplement au XVe siècle, dès 1324, les Français essayent de mettre en défense toute la ligne de côte du Mont-Saint-Michel jusqu'à Calais, et ils installent des petites garnisons dans chaque port qui sont chargées de retarder une invasion anglaise, de gagner du temps, le temps qu'une armée de secours s'organise. Donc le Mont accueille une petite garnison qui contient une dizaine de soldats en 1324. Au début du XVe siècle, les choses changent parce que les Anglais se lancent à la conquête de la Normandie. En l'espace de 2 ans, ils vont s'emparer de toute la Normandie, sauf le Mont-Saint-Michel, et à ce moment-là, le Mont change vraiment de statut. Ça devient le bastion fidèle au roi de France en Normandie, et c'est là qu'on va concentrer toutes les forces. Les forces françaises en Normandie vont être localisées au Mont-Saint-Michel. Il y aura plus simplement une garnison d'une dizaine de personnes, mais 300 soldats qui tiendront garnison au Mont-Saint-Michel. Quand on dit 300 soldats, il faut penser que chaque chevalier a à sa suite un page et un valet de guerre, donc en fait ça représente potentiellement 700-800 personnes en comptant les auxiliaires. C'est vraiment énorme pour le Mont-Saint-Michel. Et ces gens-là sont vraiment un fléau pour la Normandie anglaise. Il faut imaginer que chaque jour, il y a une petite troupe qui sort du Mont-Saint-Michel, qui se rend dans des villages du secteur, et qui fait une espèce de chantage, une sorte de raquette, qui dit aux paysans, ou bien vous nous payez un impôt de guerre, ou bien on brûle votre village. Les villageois de la Basse-Normandie, que ce soit dans les environs de Caen, dans les environs de Falaise, ou dans les environs de Domfront, en général, ils acceptent de payer cet argent que leur réclame la garnison du Mont-Saint-Michel, qui harcèle toute la Normandie. La conquête anglaise de la Normandie que vous évoquez se déroule en 1417-1419. La garnison du Mont n'opère pas ce type de raid à l'ouest, côté breton ? La garnison du Mont-Saint-Michel, elle fait la guerre aux Anglais. Les Anglais occupent la Normandie, donc c'est assez logique que l'aire de prédation, de prédilection, c'est plutôt la Normandie. La Bretagne, elle a un statut qui est très particulier pendant la guerre de Cent Ans. Le duc mène une espèce de politique de la bascule, il s'allie tantôt aux Anglais, tantôt aux Français, au gré des intérêts de son duché. En règle générale, la garnison du Mont-Saint-Michel essaye de faire attention à pas trop incommoder le duc de Bretagne pour éviter de le précipiter dans les bras des Anglais. Alors il y a des bavures, il faut le dire très clairement, ça arrive assez souvent que la garnison du Mont-Saint-Michel aille dans les environs de Fougères et fasse beaucoup de dégâts dans des paroisses du voisinage, mais autant en Normandie c'est une aire de prédation de plus de 100 km qui est systématique, autant en Bretagne c'est une aire de dévastation qui se compte plutôt en quelques kilomètres, et qui a un tour qui est moins systématique quand même. Et une chose que l'on a plus de mal à imaginer et que j'ai découvert en vous lisant, c'est que le Mont-Saint-Michel est également un port corsaire qui met à mal le commerce entre la France et l'Angleterre.
Avec ses raids sur terre et sur mer, on comprend que le mont est un problème pour la Normandie anglaise. Et pourtant, le statu quo dure plusieurs années. La grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Anglais n'ont pas pris le Mont-Saint-Michel plus tôt ? Ça peut paraître étonnant, ils ont conquis toute la Normandie et des villes très importantes comme Caen et Rouen. Caen, ils l'ont prise d'assaut, Rouen au bout d'un siège très long. Pourquoi n'ont-ils pas pris le Mont-Saint-Michel ? Et la raison, c'est que le Mont-Saint-Michel est protégé par les marais les plus importantes d'Europe, et par une enceinte qui a été fabriquée par l'abbé Robert Jolivet, qui est une des plus épaisses de cette époque-là. Des murs qui font 2,20 m d'épaisseur. Au niveau des tours, on est à plus de 3 mètres d'épaisseur, donc c'est vraiment des fortifications premium pour l'époque, qui sont conçues pour résister aux canons. Sans ces fortifications, les Anglais auraient pris le Mont-Saint-Michel du premier coup dès leur conquête en 1417-1419. Ils ne peuvent pas s'en emparer si facilement à coups de canon, ça prendrait trop de temps et avec les marées c'est trop compliqué. Donc la solution c'est d'étouffer le Mont-Saint-Michel, d'empêcher le ravitaillement d'arriver. Mais ça aussi c'est très compliqué, parce qu'il y a 3 voies d'accès au Mont-Saint-Michel. La voie principale c'est la voie terrestre du nord à marée basse. On vient de Genêt par l'îlot de Tomblaine. C'est la trajectoire normale au XIVe siècle, c'était la voie principale. Et les Anglais, évidemment, dès 1419, y construisent une fortification, ce qu'on appelle une bastille, sur l'îlot de Tomblaine pour interdire cette voie d'accès nord. Donc la voie numéro 1, elle est interdite d'accès à partir de 1419, il faut plus compter sur du ravitaillement depuis la voie du nord. Mais il reste la voie du sud. Du fait de cette construction d'une bastille à Tomblaine, les Montois vont se faire ravitailler depuis le sud, et puis il y a une 3e voie d'accès, qui est la voie d'accès maritime, à marée haute. Depuis Saint-Malo, c'est très facile de ravitailler le Mont-Saint-Michel. Les Anglais ont des problèmes parce que s'ils construisent une bastille au sud, ils vont devoir la faire très loin du Mont-Saint-Michel parce qu'il n'y a pas d'îlot. Ça veut dire qu'à marée basse, des gens peuvent venir de Bretagne au Mont-Saint-Michel sans que ça pose trop de problèmes, le ravitaillement ne sera pas complètement interrompu. Et puis il y a le problème maritime aussi, il faudrait empêcher le ravitaillement maritime de se dérouler, et ça aussi c'est très compliqué. Les Anglais ne font rien parce qu'ils ont des frontières à défendre. Il faut imaginer que les Anglais sont sous pression. Ils n'ont pas les mains libres pour régler son compte au Mont-Saint-Michel. Et que sait-on de la vie sur le rocher pendant la période où celui-ci reste un îlot français au milieu de la Normandie anglaise ? A-t-on même une idée du nombre de personnes qui y vivent, entre les moines bien sûr, mais aussi les soldats et les habitants ? C'est une question très difficile en fait, parce qu'on connaît bien la situation avant l'invasion anglaise, et on sait assez précisément combien il y avait d'habitants au Mont-Saint-Michel, parce qu'on a des sources fiscales. On sait qui payait des impôts, et donc combien il y avait de personnes. Et on sait qu'il y avait à peu près 1 millier d'habitants, 900 à 1 millier d'habitants, c'est vraiment énorme sur un petit rocher. Bon, aujourd'hui les touristes sont plus nombreux que 1000, mais enfin pour l'époque c'est vraiment pas mal. Une population dont il faut imaginer que beaucoup fuient après l'invasion anglaise, parce que le pèlerinage devient plus difficile, il faut payer une taxe aux Anglais pour aller en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, donc probablement que le nombre de pèlerins diminue, et donc les revenus du pèlerinage diminuent. Or, beaucoup des habitants du Mont-Saint-Michel gagnaient de l'argent en vendant des cierges à allumer au Mont-Saint-Michel, ou des médailles de pèlerinage à emporter en souvenir. Et il faut imaginer que ces gens-là, ils ont beaucoup moins de clientèle, et donc ils sont beaucoup plus pauvres, et ils sont amenés, probablement pour une partie importante, à quitter le Mont-Saint-Michel et à s'installer dans la domination anglaise, où financièrement ils trouveront une situation plus favorable. Inversement, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de soldats et beaucoup de personnel auxiliaire, 300 soldats et probablement 900 avec le personnel auxiliaire. Ces gens-là, il faut bien les loger quelque part. Ils sont logés dans l'abbaye. On sait très bien que les moines sont obligés de partager leurs cellules avec des soldats. Quand je dis partager les cellules, c'est une cellule pour un soldat, une cellule pour un moine. Il y a moins de moines depuis la peste, donc il y a des cellules qui sont libres. Il faut imaginer que c'est une cohabitation qui est très difficile, parce que on a des accords passés entre les moines et les soldats en disant on accepte de vous donner des chambres, mais s'il vous plaît, promis, à partir de maintenant, vous arrêterez de faire monter des prostituées dans le cloître, parce que visiblement, dans les années 1420, il y a des hommes d'armes qui ont fait rentrer des prostituées dans le cloître du Mont-Saint-Michel pour coucher avec elles dans la chambre que les moines avaient mis à leur disposition, un peu contraints et forcés. Et il faut imaginer que dans toute la ville, il y a des soldats qui possèdent des maisons, qui installent leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, et qui remplacent en quelque sorte une population dont une partie, qu'on ne sait pas déterminer, a fui du côté de la Normandie anglaise, parce que c'est un espace beaucoup plus sûr et où économiquement on peut survivre plus facilement qu'au Mont-Saint-Michel. Ce qui change la donne pour le Mont, comme pour toute la guerre d'ailleurs, c'est une bataille qui a lieu dans le département de l'Eure actuel, à Verneuil.
Un historien anglais a récemment appelé cette bataille de Verneuil un deuxième Azincourt, c'est-à-dire une nouvelle catastrophe militaire pour l'armée française. La bataille de Verneuil, c'est le moment où les Anglais se disent « Maintenant on est tranquille, on a écrabouillé l'armée du roi de France, pendant plusieurs mois et même plusieurs années, on n'a rien à craindre de ce côté-là, c'est le moment de régler son compte au Mont-Saint-Michel. » Quelques semaines après la bataille de Verneuil, 17 août 1424, en septembre 1424, ils construisent leur bastille au sud du Mont-Saint-Michel pour bloquer la voie numéro 2. Et à la même époque, ils commencent à réunir une flotte qui va essayer d'établir le blocus, qui sera vraiment efficace à partir de 1425 pour vraiment étouffer le Mont-Saint-Michel. Il y a une vingtaine de navires que les Anglais ont mis en blocus pour intercepter les convois qui seraient originaires de Saint-Malo. 20 navires, dont on sait que certains sont très gros, qui sont des navires normands, anglais ou même des navires allemands qui ont été achetés en Allemagne. Et ce sont donc des navires qui sont susceptibles d'effrayer les Malouins et de les empêcher d'accéder au Mont-Saint-Michel. Et il faut imaginer que dans cette période-là, fin de l'hiver, début du printemps 1425, c'est vraiment la crise au Mont-Saint-Michel. On se demande si la place va tenir ou si elle va pas devoir capituler parce que le ravitaillement n'arrive plus. Les soldats de la garnison arrivent tout de même à entrer en contact avec Saint-Malo pour appeler au secours. On peut vraiment parler de dernier espoir avant la capitulation. Alors, il faut vraiment comprendre que Charles VII ne possède plus aucun port à part La Rochelle et le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Il n'y a aucun secours qui peut parvenir au Mont-Saint-Michel, sinon de La Rochelle, mais c'est très incertain. Le dernier espoir, c'est Saint-Malo, il faut dire les choses très clairement. Si Saint-Malo n'avait pas été là, le Mont-Saint-Michel aurait fini par capituler. Un homme d'armes très important de la garnison qui s'appelle Louis d'Estouteville, qui est un grand seigneur normand, quitte le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est assiégé, mais il faut imaginer que les sièges, au Moyen-Âge, ça se franchit facilement. Un convoi de ravitaillement, on arrive à l'empêcher de rentrer dans la place assiégée, mais par contre, un homme seul qui s'enfuit la nuit discrètement, il peut franchir les lignes sans trop de difficultés, et Louis d'Estouteville, c'est ce qu'il fait. Il va à Saint-Malo, et à Saint-Malo, il demande aux Malouins de monter une flotte de secours pour briser le blocus maritime, en se disant, si on arrive à rétablir le cordon ombilical Saint-Malo-Le Mont par la mer, on arrivera à retrouver du ravitaillement, et la tentative des Anglais sera vouée à l'échec. Et c'est ce qui va se passer. Les notables de Saint-Malo vont, avec leur argent à eux, construire une flotte, réunir une flotte plutôt, affréter des combattants pour naviguer dessus, et cette flotte va remporter, on ne sait pas très bien quand, à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet 1425, une grande victoire contre les Anglais. Ils vont réussir à envoyer par le fond ou capturer les 20 navires qui faisaient le blocus maritime du Mont-Saint-Michel. On sait assez peu de choses de cette bataille navale. Les deux sources narratives principales sont l'œuvre d'historiens bretons postérieurs. Alors Pierre Lebeau d'abord, qui écrit à la fin du XVe siècle, au moment où le duché se bat pour son indépendance face aux Français. Donc pour lui, le duc Jean V n'a aucun rôle dans le sauvetage de la garnison française. Et pour Bertrand d'Argentré, en revanche, qui écrit, lui, à la fin du XVIe siècle, c'est la Bretagne qui est venue secourir la France. Il nous raconte l'épisode d'une façon un peu déformée, c'est-à-dire qu'il cherche à mettre en valeur la Bretagne. Donc il va présenter ce qui est une opération commando des Malouins. Il va essayer de présenter ça comme une bataille bretonne organisée par le duc de Bretagne. Le duc de Bretagne craignait fort que cette place tombe entre les mains des Anglais. Les grands du duché décidèrent d'assaillir les vaisseaux qui étaient à la rade pour le roi d'Angleterre au siège du côté de la mer. À cette fin, ils armèrent le plus secrètement qu'ils purent quelques vaisseaux et mirent bon nombre de gens de guerre dedans, la plupart des archers qu'ils prirent à Saint-Malo. L'amiral de cette flotte malouine, il va dire que c'est l'amiral de Bretagne. C'est pas vrai du tout. Cet amiral, c'est un amiral choisi par les Malouins pour les Malouins. Il est absolument pas nommé par le duc de Bretagne. C'est pas une flotte bretonne. Et puis, il va essayer de mettre en scène le courage des marins malouins en disant que les Malouins étaient montés sur des navires très petits et ils ont attaqué les Anglais qui avaient des navires très gros. Et ça, évidemment, sur le plan cinématographique, c'est très parlant. Ça permet de se représenter une bataille héroïque où une poignée de Malouins avec de très petits moyens, un matériel peu satisfaisant, réussissent à terrasser le monstre anglais. En quelque sorte, c'est David, le David breton contre le Goliath anglais. Le combat fut âpre et de grand cœur. Tels combats sont furieux car personne ne recule. Finalement, les Bretons trouvèrent une façon de cramponner les vaisseaux d'Angleterre sur lesquels ils montèrent avec le cordage par force. Et venus au combat main à main, tuèrent plusieurs Anglais jusqu'au maître pilote et les hommes de leur équipage. Il est évident que ça, on n'a aucune certitude. C'est crédible, c'est-à-dire qu'on sait que dans une bataille navale, avoir de gros navires, c'est un gros avantage. Si ça s'est passé comme ça, effectivement, on peut dire que les Malouins ont eu beaucoup de mérite.
Mais on ne sait pas en réalité si ces navires étaient vraiment plus petits, on ne sait pas combien ils étaient, s'ils étaient beaucoup plus nombreux. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a eu probablement abordage, et les navires anglais ont été en partie envoyés par le fond et en partie capturés, ça on en est certain. Et on sait aussi que les Malouins et les Montois prennent le contrôle de la baie du Mont-Saint-Michel dans les mois qui suivent. C'est-à-dire que du point de vue maritime, c'est vraiment une zone qui est sous le contrôle des Français dans les semaines qui suivent. Sur la bataille elle-même, on sait pratiquement rien. Sur ses conséquences, on sait qu'elles sont importantes. Et puis il faut bien dire qu'on a peu de sources. Quelles sont ces quelques sources qui complètent les récits postérieurs que l'on vient d'évoquer ? On en a une trace dans les archives municipales de Rennes et une trace dans les archives de Saint-Malo. À Rennes, c'est dans les délibérations municipales, on sait que la ville a été en crise au début du mois de juillet. La rumeur courait à Rennes que les Anglais allaient monter une expédition punitive pour venir faire guerre en Bretagne par rancune de la détrousse qui avait été faite des Bretons sur les Anglais qui étaient sur la mer. Et en fait, c'est la bataille navale devant le Mont-Saint-Michel qui a causé un incident diplomatique entre les Anglais et les Bretons, qui a failli causer un incident diplomatique. Les Bretons ont eu vraiment peur que les Anglais se disent « Attendez, les Bretons, ils jouent un double jeu, ils font croire qu'ils sont nos alliés, et puis en réalité, Saint-Malo vient au secours du Mont-Saint-Michel. Donc on va leur apprendre à vivre, en quelque sorte, et on va faire un raid punitif jusqu'aux portes de Rennes, brûler des villages pour leur donner la leçon. » Les Rennais vont envoyer une ambassade. Visiblement, ils sont arrivés à déminer la rancœur anglaise qui était très importante à ce moment-là. Mais ça laisse une trace tangible au début juillet 1425 de cette victoire navale. Et puis on possède un document qui est plus long, plus ample. C'est une lettre de remerciement de Charles VII pour l'aide que les Malouins ont apportée au Mont-Saint-Michel. Il envoie au mois d'août 1425 une lettre aux Malouins en leur disant « Félicitations ». Avec votre argent à vous, vous avez réuni une flotte avec des gros navires et des navires plus petits, et vous avez réussi à dégager le Mont-Saint-Michel. Et le roi Charles VII en profite pour accorder des privilèges à Saint-Malo pour remercier la ville de son aide. Ces relations entre la Bretagne, le roi Charles VII et Saint-Malo sont importantes pour comprendre l'incident diplomatique que vous évoquiez ? Le duché de Bretagne est un fief du royaume de France, c'est donc un territoire qui est dans la vassalité du roi de France, et le duc de Bretagne aimerait bien s'émanciper au maximum de ce contrôle-là, et donc il essaye de jouer un camp contre l'autre. Il y a des moments où il se retrouve allié aux Anglais. Saint-Malo, c'est un port dont les habitants ont pour activité principale la guerre de course. Eux, quand leur duc s'allie aux Anglais, ça leur plaît pas du tout, et eux restent constamment fidèles à Charles VII, ils continuent la guerre de course même quand le duc de Bretagne est allié aux Anglais. Plutôt que d'opposer français, anglais et bretons, on pourrait dire français et malouins d'un côté, bretons, neutres ou hésitants entre les deux camps, et anglais leurs adversaires. Et on va pas rentrer dans trop de détails, mais la guerre de 100 ans, c'est également une guerre civile entre grandes familles côté français. L'élément qui peut faire penser aux Anglais que le duc de Bretagne Jean V change encore d'alliance à ce moment-là, ce sont les agissements de son frère. Ce Jean V a un frère qui s'appelle Richemont, le comte de Richemont, et qui a été fait prisonnier par les Anglais à Azincourt. Il a une animosité contre les Anglais, et quand il est libéré de prison, il va tout de suite se précipiter dans les bras des Français et devenir même le chef de l'armée, ce qu'on appelle le connétable. Le chef de l'armée du roi de France, c'est un Écossais, le comte de Buchan. Et cet homme est tué lors de la bataille de Verneuil, et il va être remplacé en 1425 par le comte de Richemont, ce qui évidemment, pour Charles VII, est une tentative de faire rentrer les Bretons dans son alliance. Il envoie un message à Jean V, « Voyez, je donne un poste très honorifique à votre frère Richemont, c'est le moment de basculer, de venir dans mon alliance, et de faire rentrer le duché de Bretagne dans la guerre contre les Anglais. » Contrairement à ce qu'ont pu croire les Anglais à l'époque, et ce qu'a pu écrire Bertrand d'Argentré un siècle et demi plus tard, c'est bien une armée malouine et non une intervention directe du duché qui sauve le Mont-Saint-Michel ? Une intervention directe, certainement pas. Cela dit, le duc Jean V est en train de changer de camp à ce moment-là. Il est tout à fait possible que le duc de Bretagne ait entendu que les Malouins préparaient une opération, il est tout à fait possible qu'il ait fermé les yeux, qu'il ait laissé faire, mais il faut pas imaginer que c'est lui qui est à l'initiative. Son ralliement à Charles VII, il est plus tardif, c'est à l'automne 1425, où vraiment il va rentrer en guerre du côté français, et ça va se solder d'ailleurs par une catastrophe. Richemont a très mal organisé son opération, et le siège de Pontorson en 1427 va se solder par une défaite cuisante pour les Bretons, qui vont finir par se soumettre aux Anglais. À partir de là, le duc de Bretagne comprend la leçon, et reste discret jusqu'aux années 1440 et la reprise de la guerre, notamment suite à la prise de Fougères par les Anglais que nous raconte Julien Bachelier dans un autre épisode de l'Almanach.
On l'a dit, ces événements sont très peu connus, alors que la guerre de 100 ans intéresse les historiens et le grand public. L'histoire du Mont intéresse également, bien sûr. Comment expliquer cette méconnaissance ? Je dirais que le Mont-Saint-Michel intéresse relativement peu les historiens, même français, durant toute la guerre de 100 ans. C'est-à-dire que la guerre qui est conduite par les Montois, c'est une petite guerre en quelque sorte, une guerre faite de raquettes. Vous sortez de la place, vous allez rançonner un village, vous allez le brûler éventuellement en représailles, c'est pas très noble, c'est pas très glorieux. En faire un récit épique, c'est pas très facile. Donc les historiens, au fond, ils délaissent le Mont-Saint-Michel, ils s'y intéressent pas trop, et ils préfèrent raconter ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire la guerre sur la frontière principale qui est la frontière de Loire, donc ce sera l'histoire d'Orléans et de Jeanne d'Arc. Les Normands aussi connaissent mal cette histoire, le Mont-Saint-Michel, c'est peut-être un bastion du roi de France, mais c'est aussi un gros problème pour eux. Donc il faut imaginer que les Normands sont pas tous enthousiastes devant la résistance du Mont-Saint-Michel, donc ça a aussi joué un rôle probablement dans la notoriété moindre de cet épisode. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Les archives de cet épisode ont été lues par Corentin Lemonnier. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur les antennes de radios associatives et locales bretonnes.